Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Bientôt le pavage de plusieurs rues qui desservent les arrondissements d'Ekpé et d'Aglangandan dans la commune de Semekodji. C'est l'information principale rendue publique par le maire Jonas Benametor à travers la remise officielle des sites à l'entrepreneur. C'est un projet de pavage sur 9 km linéaires de rues avec à la clé des ouvrages d'assainissement. Les nouveaux élus désignés au niveau des départements pour siéger au sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée étaient en conclave cette semaine. C'est la première session ordinaire du Creuset au titre de l'année 2021. Occasion de rappeler aux participants réunis à Dassa les différentes missions de ce cadre de concertation. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les acteurs du 7e art réfléchissent depuis ce jeudi sur l'avenir du cinéma au Bénin. Ils entendent trouver des pistes de solutions pour redonner vie à ce secteur en le positionnant comme l'un des principaux leviers de développement. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Une bonne nouvelle pour les populations d'Ekpé et d'Aglangandan dans la commune de Semekodji. Plusieurs rues de ces localités seront bientôt pavées d'une longueur de 9 km au total. Les rues qui desservent ces arrondissements vont recevoir un coût d'urbanisation avec à la clé des ouvrages d'assainissement. Les sites concernés par le projet ont été officiellement remis au cours d'une cérémonie présidée par le maire Jonas Benametor. Suivant. Cette cérémonie qui a mobilisé autorités politico-administratives et population de Semekodji consacre la remise officielle des sites devant abriter les travaux de pavage et d'assainissement de la rue allant du carrefour Sekandji à Rouissi. D'une longueur de 9 km, les travaux entrent en ligne de compte du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Nous sommes aujourd'hui dans l'euphorie car cette voie a été un cauchemar pour chacun de nous. Doit-on la réaliser? Est-il un projet mort-né? Nos multiples descentes sur le terrain ont permis aux populations de croire que le possible était possible. Nos populations nous ont accompagnés, de telle sorte que lorsque les représentants des projets sont arrivés pour leur mission sur le terrain, ils n'ont rencontré aucune difficulté. Ils ont rencontré des populations qui leur ont dit « Nous voulons la route, nous ne voulons même pas de dédommagement. » Nous sommes aujourd'hui dans l'euphorie. Le joyau sera réalisé. Plus rien ne permettra encore de délocaliser ou d'annuler le projet. Dans le rang des structures en charge de la réalisation du projet, l'on promet tout mettre en œuvre pour offrir aux populations une infrastructure de qualité et ce, dans les délais. Quand on parle de chantier, on parle également de désagréments. Nous remettons le site aujourd'hui. L'entrepreneur va s'installer pendant quelques semaines, mais quand ça va commencer, nous savons qu'il y aura des désagréments aux riverains, des axes qui seront aménagés. C'est pour cela que déjà, nous présentons nos excuses aux populations, afin qu'en son temps, on puisse compter sur leur compréhension, leur accompagnement, afin que les travaux se fassent sans anicroche. Nous mettons toutes nos expériences, tout notre savoir-faire et toutes nos expertises pour l'aménagement de la ville de Semekodji et l'adaptation de cette ville au changement climatique. En plus de la qualité, nous verrons également l'esthétique des ouvrages qui seront réalisés et nous voulons vous rassurer également des mesures HSE, hygiène, sécurité, environnement, où nous mettrons un point particulier pour que ça soit respecté afin de limiter les dérangements. Avec ces 9 km de rues qui seront aménagées, c'est le confort de la circulation dans la commune de Semekodji qui sera nettement amélioré.
D'une mairie à une autre, celle de Cotonou lance un vaste programme de construction de modules de classe, de clôture, bureaux, magasins et de réfection des bâtiments défectueux. C'est une initiative de la municipalité sur le budget 2021 qui va permettre aux apprenants des écoles primaires publiques de la ville de Cotonou d'étudier dans des conditions plus décentes. Suivant. Les cris de détresse des écoliers, enseignants et parents d'élèves des écoles primaires publiques de la ville de Cotonou ne sont pas tombés dans les oreilles dessous. Des équipes de techniciens de bâtiments pour réfectionner les infrastructures défectueuses dont les travaux sont évalués à 173 millions de francs CFA. Des maçons, des charpentiers, des peintres et d'autres ouvriers s'activent déjà pour remettre ces bâtiments en bon état. Il est également prévu la construction de plusieurs modules de classe. La toiture était complètement défectueuse et quand il pleut, les élèves sortent ou parfois s'entassent dans un coin. L'idée est géniale. Nous avions été vraiment contents et émus que la mairie ne pense à cette école qui est également un centre des armées. Il s'agit pour un premier point, pour un premier cas de la construction de 15 modules de 3 salles de classe au niveau des écoles primaires publiques de Sainte-Rita, Agla Sud, Nouvelle-Amendé, Minonchou, Segbeya, Fieyon 2, Toyoyome, Tanto, Akpapa Centre, Hokame, Yenawadaho, Ménon-Ténor, Grand Diaco et Vélo. Je déclare solennellement le projet prend aussi en compte la construction de 6 modules de salles de formation en R+1 encore. avec Aussitôt bureaux et ouvert, magasins le Centre dans les international écoles de formation en primaires et pétanque du publiques Bénin de Finagnon, SIFOP de démarre Jéricho, ses de activités. Djadjalaye, La première de expérience est une Deloko, séance de recyclage d'Aïlawadje organisée et de au Rendé profit 2. des boulistes, Certaines des écoles arbitres et des seront entraîneurs. également Les clôturées à bénéficiaires cet de la effet. formation Au sont total, venus du Togo et du 54 Bénin écoles pour seront profiter de impactées cette par ce opportunité projet inédite. qui s'étend sur Avec 6 les mois. formateurs venus de la France, précisément du Centre international des enseignements pétanques, les participants ont eu droit à des cours théoriques et pratiques. Nous allons continuer, parce que ce que nous avons allumé, il faut entretenir. La flamme ne doit pas s'éteindre. Tout ce qui a été donné comme connaissance doit être entretenu. Et je pense, nous avons la chance, le grand ami de ce duo, dites-nous, il est avec nous. C'est une chance pour l'Afrique. Les responsables des écoles et avec le label par ce projet CIEP, formulé des doléances nous pensons que nous allons rayonner dans la sous-région pour en donner la formation à tous ceux-là qui vont s'intéresser à ce sport. 3 jours de formation sur les notions de la pratique Actualité de pétanque judiciaire à la et les suite normes des internationales verdicts pour la prononcés professionnalisation de la par la discipline. Rekia Après les Badougou différents et ateliers, Joël Aïvor, les participants ont eu droit à des attestations. Les autres privilégiés, le président de la Fédération internationale de pétanque et le président directeur général du Centre international des enseignements pétanque ont reçu des présents de l'initiateur du CIFOP, l'honorable Gilbert Bagana. Il faut préciser que les participants ont eu droit à une soirée récréative pour clôturer en beauté l'événement. Préoccupé dans le monde et en Afrique en particulier de l'inexistence d'institutions fortes. C'est la ligne de conduite, me semble-t-il, prônée par le président Barack Obama, dont l'actuel président. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Dakar. Notre invité est Khalifa Sall, c'est l'ancien maire de Dakar et l'un des leaders de l'opposition au président Macky Sall. Des sujets d'actualité. Bonjour. À telle enseigne que, avec moi pour cette interview, Charlotte Ibrac de RFI. Avant 2016, la chienlit s'était installée dans notre pays. Monsieur Sall, c'est pour cela le 23 janvier doivent se tenir normalement des élections locales. Ce sont les premières élections conformément au programme que le candidat en 2019. de la République. Est-ce qu'à vos yeux, c'est déjà une sorte de répétition générale de premier tour, si j'ose dire, de l'élection à venir en 2024 et institutionnelle, avec beaucoup de gens en point de mire la réorganisation, beaucoup de gens le disent, le clament. De la justice. J'en fais pas partie. Je pense que c'est des élections locales. Depuis la Par mise contre, en place ces élections sont essentielles
Un coup d'accélérateur a été donné à la lutte contre la corruption en général, à la lutte contre ce magnifique centre international de formation. Et le terrorisme. Merci encore. Aussitôt ouvert, le centre international de formation en pétanque du Bénin démarre ses activités. Voilà pourquoi la juridiction s'en est occupée, sans vouloir émettre de jugement de fond, ni sur la tenue du procès, ni sur le communiqué dont vous faites état. La position du gouvernement, c'est que les institutions jouent leur rôle, étant entendu que nous sommes en régime de séparation des pouvoirs. Et ce qui aurait étonné la partie américaine, ça aurait été de voir le gouvernement faire des injonctions ou intervenir intempestivement dans le déroulement d'un procès. Or, comme on a pu le dire déjà par ailleurs, en l'espèce, le gouvernement a tâché de jouer sa partition de façon scrupuleuse, laquelle partition consiste à créer les conditions de la tenue d'un procès équitable pour les personnes mises en cause. Le procès, il a été public, il a été ouvert aux gens d'ici comme d'ailleurs. Les accusés ont eu le loisir de se faire défendre par les avocats de leur choix, de soumettre leurs arguments à la Cour, qui également a entendu les réquisitions du procureur spécial, lesquelles réquisitions, à charge et à décharge, renseignent sur la nature des faits reprochés à l'un et à l'autre. Et c'est à l'aune du contenu de ces réquisitions, associées aux plaidoiries des différents avocats des mises en cause, ajoutées par ailleurs aux déclarations des intéressés eux-mêmes devant la Cour, c'est à l'aune de tout cela que la criette a rendu les décisions sanctionnant le procès des deux personnalités que vous avez évoquées. Dans ces conditions, comment ne pas admettre que la justice a fonctionné comme elle doit fonctionner, qu'elle a rendu ses décisions comme il sied de les rendre? À partir de cet instant-là, tout le reste n'est que conjecture. Et vous conviendrez avec moi que le gouvernement n'a pas à s'attarder sur ce genre de considérations. Le gouvernement vient d'adopter en Conseil des ministres le programme d'action 2021-2026, sur la base duquel toutes ces actions, toutes ces interventions au profit de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes vont se dérouler. C'est cela qui préoccupe le gouvernement désormais. C'est focus mise en œuvre du PAG 2021-2026. Les procès, ils sont passés, les décisions ont été rendues, la justice a fait son travail et nous nous inclinons devant le travail de la justice. Parlons à présent de la première session ordinaire de la Commission nationale de coopération décentralisée. Cette rencontre, la première au titre de l'année 2021, a réuni à Dassa les nouveaux élus désignés au niveau des départements pour siéger au sein du Creuset. Les assises ont été l'occasion de rappeler aux participants les différentes missions de ce cadre de concertation. Plusieurs sujets relatifs au développement de la coopération décentralisée sont abordés. Imet Elena Mousso pour plus de précisions. Le cadre de concertation a réuni les nouveaux élus désignés par leur pairs au niveau des départements ainsi que d'autres acteurs du secteur. Ces assises consacrent la première session ordinaire au titre de cette année de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Nous sommes une mandature qui a connu un taux de renouvellement assez élevé. C'est l'occasion pour nous de renforcer nos capacités et nous tenons à remercier très sincèrement le ministère pour cette session qui est une occasion pour nous de prendre connaissance du contenu de ce cadre institutionnel, des dispositifs que nous offre ce cadre pour profiter de la coopération décentralisée et pour surtout du fait que nos communes ne peuvent pas toutes seules à elles aller au défi du développement à la base si elles ne sont pas en synergie avec d'autres communes. C'est dans ce cadre que des formes de partenariat appelées coopération décentralisée sont souvent nouées par nos communes. C'est dire alors que la coopération décentralisée est un levier de développement
Donc une opportunité à saisir par toutes nos communes et faire de cette coopération une fer de lance du développement de nos collectivités locales. Pour la circonstance, plusieurs points sont inscrits au menu des discussions. Les participants ont été entretenus sur les différentes missions assignées à la commission. Une communication relative à la diplomatie locale et le Bénin révélé leur a été également présentée, ainsi que les résultats de la mission de collecte organisée depuis 2019 dans les 77 communes du pays. La coopération décentralisée, faudrait-il le rappeler, est un instrument d'échange d'expériences, de renforcement de capacités, de formation et de mobilisation de ressources complémentaires pour le financement du développement à la base. L'expérience de la décentralisation vécue depuis l'avènement des communes a fait apparaître de nombreuses initiatives de partenariat de coopération décentralisée qui contribuent de façon significative au développement de nos terroirs. L'État, dans son rôle d'accompagnement et de suivi de mise en œuvre des actions de coopération décentralisée, a institué des mécanismes et outils dont la Commission nationale de coopération décentralisée, CNCD. Nous sommes ici pour qu'après l'état des lieux, nous puissions apporter des observations afin d'améliorer le niveau de fonctionnalité de nos communes dans sa dimension diplomatique, surtout pour que les partenariats de coopération décentralisée puissent profiter véritablement à notre pays. Moment de réflexion et d'échange, cette session va permettre entre autres à tous les acteurs institutionnels de mieux appréhender les problématiques de la coopération décentralisée. Après le Nigeria pour le mandat 2017-2019 et le Cap-Vert pour le mandat 2019-2021, c'est la Côte d'Ivoire qui prend désormais les rênes du réseau des communications électorales de la CEDEAO. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a été élu par un bureau de 5 membres pour poursuivre la mise en œuvre des objectifs fixés par le RESAO. C'est à la faveur de l'Assemblée générale biennale organisée à Accra, au Ghana. Reportage. À la tête du réseau des commissions électorales de la CEDEAO depuis 2 ans, Maria do Rosario Gonçalves, présidente de la commission électorale du Cap-Vert, est en fin de mission. À la faveur de cette 7e Assemblée générale du RESAO qui se tient ici à Accra, au Ghana, les délégués représentant les organes de gestion des élections dans l'espace communautaire auront pour mission d'élire les nouveaux membres du comité de pilotage du réseau. Une plénière y est consacrée ce mercredi 15 décembre et tout a commencé par la présentation du rapport d'activité. Les actions menées par la présidente sortante sont reluisantes et ont permis, malgré la pandémie du Covid-19, de positionner le RESAO comme l'une d'importantes structures œuvrant pour la facilitation de la conduite des opérations électorales dans la sous-région ouest africaine. On a exécuté 19% de notre activité, seulement une activité de renforcement des capacités du nouveau commissaire des organes de gestion électorale de notre sous-région n'était pas réalisée. Nous, on a travaillé avec le renforcement des capacités des membres des commissions électorales, mais des sociétés civiles. Et M. Okey est toujours présent. Il était toujours en chercher des moyens pour effectuer les activités qu'on a planifiées et qu'on a approuvées en 2019. Ça veut dire que sans la collaboration de secrétariat permanent et de monsieur secrétaire permanent, monsieur Francis Okey, serait très difficile d'amener et d'exécuter toutes les activités qu'on a acquises dans ce mandat. Après plusieurs heures de négociations et tractations, la présidence du comité de pilotage du RESAO quitte le Cap-Vert pour la Côte d'Ivoire, et ceci conformément au principe de rotation par bloc linguistique. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a, dans un élan démocratique, bénéficié de la confiance de ses pairs. Ces défis sont nombreux, mais il y en a qui sont prioritaires. Vous savez, comme je vous l'ai dit, le RESAO a pour objectif de mutualiser les expériences et les pratiques dans chaque pays.
exporter cette pratique dans les autres pays membres du RESAO pour éviter aux uns et aux autres ce qui est contraire à la paix, parce que l'élection est porteuse de paix. Donc il faut faire de sorte que tous les moyens qui permettent au RESAO ou qui permettent à l'élection d'aboutir à cet objectif soient atteints. Donc pour nous, c'est la sensibilisation de la masse pour lui permettre de comprendre le mécanisme de l'élection, depuis l'identification du citoyen jusqu'à l'expression de celui-ci dans les bureaux de vote. Le nouveau président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales de la CEDEAO est à la tête d'une équipe constituée de 5 membres également élus à la faveur de cette assemblée générale. Le Libéria décroche la première vice-présidence, la Sierra Leone la deuxième vice-présidence. La trésorerie générale revient au Bénin avec l'assistance de la Guinée-Bissau. On m'appelle Nicolas Assomba, rapporteur de la Sénat Bénin. Ayant son siège à Abuja au Nigeria, le RESAO ou encore ECONEC en anglais est membre de l'association des autorités électorales africaines. L'un de ses principaux objectifs est le renforcement des capacités professionnelles du personnel électoral avec un accent particulier sur les valeurs d'intégrité, de probité et de dévouement au service public. Parlons à présent de l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments qui expose depuis ce matin ses compétences et domaines d'intervention au grand public. La structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est en journée portes ouvertes ce jeudi et demain vendredi. Les acteurs du monde agricole y sont attendus pour mieux connaître les procédés d'autorisation de leurs produits sur les différents marchés. Reportage. Quand il s'agit de contrôle qualité de l'ananas, des noix de karité et des produits avicoles locaux, c'est l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, qui s'en occupe, en vue de vulgariser davantage ses actions et les conditions d'exportation requises pour ces produits de ferme. La structure a grandement ouvert ses portes au public. Il sera question, au cours de ces 2 jours, d'expliquer aux opérateurs de la chaîne alimentaire les rôles et responsabilités de l'ABSSA en matière de contrôle et de certification des aliments, et également d'expliquer à ces acteurs de la chaîne alimentaire leur rôle et leurs responsabilités également dans la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché. Au cours de ces 2 jours, nous aurons à animer des panels et des stands également sur ce site de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Je voudrais inviter fortement les opérateurs du secteur agroalimentaire à faire certifier leurs produits pour le marché local, le marché régional et le marché international. C'est autour de la thématique « Responsabilité des opérateurs dans la qualité des produits mis sur le marché » que l'ABSSA échange avec les acteurs des filières concernées. Plusieurs panels sont organisés au cours de ces 2 jours sur le processus d'authentification des denrées, de l'enregistrement à l'acquisition des documents officiels. Une visite guidée des stands érigés à cette occasion a mis un terme à la cérémonie d'ouverture des 2 journées. Parlons santé à présent, la 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose. Cette ouverte ce mercredi à Cotonou, le rendez-vous a été couplé avec 2 autres activités. Objectif, mettre fin à la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le thème d'ailleurs au centre des débats. Ingrid Dedé. C'est un triple événement qui a mobilisé ici des participants venus de 27 pays africains autour de la tuberculose, organisé par le réseau ouest-africain de lutte contre la tuberculose avec pour objectif de réfléchir sur les stratégies pouvant éradiquer la maladie. Ce rendez-vous est consacré dans un premier temps à la clôture des travaux de la 3e réunion annuelle du projet régional TB-Lab. Après cette phase, s'ouvre celle dédiée à la 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose. Et enfin, vient la dernière activité. Il s'agit du lancement du 3e atelier du Fonds mondial sur le partage des bonnes pratiques dans la mise en œuvre d'approches innovantes contre la tuberculose dont les travaux démarrent ce vendredi 17 décembre 2021. En juin 2015, le réseau de l'Afrique de l'Ouest des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, WARTB, a-t-il été créé avec le soutien de l'OMS TDR à l'effet, entre autres, de
créer un cadre de collaboration et d'échange de bonnes pratiques pour la lutte contre la tuberculose, promouvoir l'harmonisation des stratégies et pratiques dans la sous-région pour la lutte contre la tuberculose, promouvoir et soutenir la recherche opérationnelle dans la sous-région et enfin soutenir le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour la lutte contre la tuberculose. Au menu de ce rendez-vous, le point des avancées enregistrées dans les différents pays en matière de lutte contre la tuberculose et les difficultés inhérentes au dépistage des cas dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Il est également question pour les participants de se partager des expériences et réfléchir aux approches de solutions pouvant permettre l'atteinte des objectifs de lutte contre la tuberculose dans les sous-régions. Selon le dernier rapport de l'OMS sur la tuberculose, la pandémie de Covid-19 a fait reculer le monde de 10 ans en matière de progrès dans la lutte contre la tuberculose. L'urgence est donc plus pressante que jamais, et c'est donc avec beaucoup d'espoir et déjà de satisfaction que nous accueillons cette réunion de OneCan TV en ce contexte sanitaire particulier où la communion des énergies et une marche coordonnée et collective vers des solutions régionales pour la lutte contre la tuberculose s'avère plus que jamais nécessaire. C'est donc parti pour 4 jours de travaux intenses sur les stratégies à développer pour booster la tuberculose hors des frontières des pays membres du réseau. La rencontre se déroule aussi en ligne. Séance de sensibilisation au grand public sur les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. Les échanges se sont déroulés dans l'arrondissement de Passagon à Boycon. C'est une initiative du réseau Wildaf Bénin. L'organisation a également échangé avec les populations sur les violences faites aux femmes et aux filles. L'activité s'inscrit dans le cadre des manifestations de la 15e internationale contre les violences faites aux femmes. Hélène Amonso. Quinzaine d'activisme contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre des manifestations prévues, le réseau Wildaf a initié cette année une campagne d'information grand public. La série d'échanges a conduit la délégation dans plusieurs localités. L'arrondissement de Passagon est la dernière étape. Elle a été l'occasion d'aborder une fois encore la question des violences faites aux femmes. La structure organisatrice de la séance a aussi profité pour sensibiliser ses invités sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le thème national de cette année est oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Chère population, notre plus grande conviction est qu'après cette journée de sensibilisation dans votre localité, vous vous appropriez vos droits en matière de santé sexuelle et reproductive afin d'en jouir. Avec ça maintenant, il y aura des changements entre nous, les enfants. Ceux qui ne connaissent pas la loi, ils vont pouvoir maintenant se saisir. Sketch à l'appui. Le public a été entretenu sur divers aspects des sujets développés. Les droits à la santé sexuelle et reproductive favorisent une sexualité responsable et l'épanouissement des femmes et des filles. La méconnaissance de ces droits a engendré dans les milieux ruraux des phénomènes tels que le mariage forcé, les rapports sexuels précoces ou encore les grossesses en milieu scolaire. Pour corriger le tir et contribuer à l'autonomisation de la femme, le réseau Wildaf met en œuvre depuis plusieurs mois dans les départements du Zou et des collines le projet Yonanché. Ceci en collaboration avec la BPF. Sur les 2763 cas de grossesse enregistrés dans les collèges au cours de l'année scolaire 2016-2017, les départements des collines et du Zou viennent en tête avec respectivement 472 et 427 cas. Face à ces chiffres accablants, il était impérieux d'agir. Il a prévu plusieurs actions d'information et d'éducation pour un changement de comportement et d'offres gratuites de services
essai. Exécuté avec l'appui financier de l'Union européenne, le projet Yonanchi a déjà permis de mener plusieurs activités, dont des séances de formation, de sensibilisation, mais aussi des plaidoiries à l'endroit des têtes couronnées, élus locaux et autres leaders d'opinion. Je l'annonçais en début d'édition, redonner vie au 7e art pour qu'il se positionne comme un levier de développement, c'est comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est la principale réflexion que mènent actuellement les acteurs du secteur. Ils sont réunis à Ouida ce jeudi 16 décembre pour réfléchir sur le développement du cinéma au Bénin. Les détails avec Teddy Goudalo. Face à face, des acteurs du cinéma béninois croisent les réflexions pour proposer des solutions concrètes aux problèmes qui minent le décollage du secteur au Bénin. À l'initiative de ces journées de réflexion, l'association Wani Ayo, que dirige Tella Kpomao. Je suis fière de vous et fière de nous, de cette aventure qu'on mène. Je n'ai pas la prétention de tout changer, je n'ai pas de baguette magique. Mais par contre, je crois en l'être humain. Je crois en notre capacité de créer des choses. Et je me dis que ce n'est pas possible qu'ailleurs ça bouge et qu'au Bénin ça piétine autant. Je ne sais pas pourquoi ça piétine, je ne veux pas savoir pourquoi ça piétine. Je crois en la valeur du travail. Mettre en place ces journées-là, ce n'est pas donné à tout le monde, bien qu'ayant la volonté. Nous n'avons pas tous véritablement les moyens de mettre en place cette initiative. Donc je remercie beaucoup l'initiatrice, Madame Tella Kpomao. C'était indispensable, il fallait le faire. Et je crois que Madame Kpomao a eu le courage d'initier ces journées. Je ne me rappelle pas qu'on se soit réunis donc entre professionnels pour réfléchir aux problèmes qui minent notre corporation. Et je crois que c'est une très très bonne chose de le faire aujourd'hui. La rencontre se veut un creuset d'échanges participatifs en vue d'une amélioration de l'accès à un financement du cinéma au Bénin. Plusieurs thématiques font objet de panels de discussion durant 48 heures de travaux. L'enjeu du développement et l'amélioration de l'arsenal juridique, la problématique de la formation de qualité sont entre autres les thèmes à développer. En ma qualité de maire d'une ville dont le potentiel touristique et culturel est très peu valorisé actuellement à travers le 7e art, mais qui depuis 2016 bénéficie de toutes les attentions de la part du gouvernement, ces journées de réflexion sur le cinéma béninois m'intéressent à plus d'un titre. La plupart des films que vous faites jusque-là, même s'ils ne sont pas de très grande envergure, sont des films qui saignent vos poches parce que nous n'avons pas trop de producteurs, trop de subventions dans le pays. Il y a de cela un mois, nous avons été à une autre réflexion sur le code de la cinématographie. Il s'agissait tout simplement de toiletter un peu le texte qui était en souffrance depuis quelques années et faire en sorte qu'il s'accorde à la législation en vigueur dans l'ensemble des pays de l'UMOA. Ça a été fait. Et ça traduit un peu le souci du gouvernement de créer l'écosystème qui permettra à l'industrie cinématographique de s'installer et de se renforcer et d'être porteuse de synergies nouvelles. Il est attendu de ces journées de réflexion des recommandations pratiques et durables. Elles vont être d'ailleurs présentées au gouvernement dans les prochains jours et les cinéastes souhaitent leur prise en compte afin de faire du 7e art un levier de développement au Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.